Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui laissent des notes sur les applis de podcast, qui laissent des commentaires sur les applis de podcast, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est exactement comme ça qu'on peut faire grandir le podcast et qu'on peut le faire découvrir à plus de monde. Et c'est super important. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, merci. Ce serait trop cool de prendre la petite seconde là pendant que vous commencez à écouter cette introduction pour mettre quelques étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, qui sont les deux plus grosses plateformes. Ça nous aiderait énormément. Alors maintenant pour le sujet du jour, est-ce qu'on peut être riche et écolo? Derrière ce titre qui vous a fait cliquer, derrière cette question qui parlera certainement à une bonne partie de mon audience, parce que je vais pas faire semblant, mais la grande majorité des auditeurs de podcast sont des catégories socio-professionnelles parmi les supérieures, et la plupart du temps urbains. Et donc derrière cette question, j'ai envie de comprendre un peu les mécaniques qui font que les inégalités sociales sont aussi souvent des inégalités environnementales. On en a parlé un peu dans le podcast, pas vraiment de façon explicite, mais un peu en fil rouge caché, parce qu'on a parlé de pays du Sud versus pays du Nord. Là, on peut parler de sujets qui sont beaucoup plus proches. On peut parler de travail, on peut parler des quartiers, de là où on habite, etc. Voilà, est-ce qu'on donnera une réponse tranchée et très claire à la fin de cet épisode à la question « Peut-on être riche et écolo ?» Vous le verrez bien. Et en attendant, pour discuter de ce sujet, je suis avec Anne Brunner. Bonjour Anne. Bonjour Xavier. Merci beaucoup de nous rejoindre dans The Big Shift. Alors, vous êtes directrice des études à l'Observatoire des inégalités. C'est un sujet que vous connaissez du coup très bien. Le plus simple pour moi, ça va être de vous laisser vous présenter pendant quelques minutes pour que les auditeurs sachent un peu à qui on a affaire. Merci pour l'invitation. Je travaille à l'Observatoire des inégalités où je m'occupe du contenu de notre site internet, inégalité.fr. Je vous invite à aller le visiter. Et puis aussi nos publications imprimées, notamment tous les 2 ans, on publie un rapport sur les inégalités en France. Le travail de l'Observatoire des inégalités, c'est de dresser un état des lieux des inégalités complet dans tous les domaines. Donc principalement, on a très souvent les revenus, mais aussi l'éducation, le travail, les modes de vie. Et là, on va retrouver des questions de santé, de logement, de cadre de vie, d'environnement. Donc, petit à petit, on commence aussi à présenter des données sur cette question des inégalités environnementales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on commence par définir peut-être les termes du sujet du jour, on a quand même pas mal de choses sur lesquelles il faut qu'on s'oriente pour savoir de quoi on parle. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'être riche? Et quand on parle d'inégalité environnementale, de quoi on parle? 2 bonnes questions. Notre travail, il consiste aussi à essayer de poser les définitions pour qu'on parle bien de la même chose et en tout cas qu'on puisse avoir un regard critique sur les indicateurs qu'on utilise et puis que les personnes qui nous lisent comprennent de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que c'est être riche? Contrairement à la pauvreté, en France, il n'y a pas de définition officielle des instituts statistiques sur la richesse. Il existe un seuil de pauvreté, mais il n'y a pas de seuil de richesse officiel. À l'Observatoire des inégalités, on essaie de remplir ce vide et on propose de considérer comme riche toute personne qui serait au-dessus de notre seuil de richesse, qu'on situe au double du niveau de vie médian. Alors, pourquoi le double du niveau de vie médian? Peut-être que vous avez envie de m'interrompre pour me demander ce que c'est que le niveau de vie médian. Ça serait vraiment quelque chose qu'il faut que j'explique. Je vous interromps tout de suite, Anne, mais qu'est-ce que c'est que le niveau de revenu vie médian? Alors, imaginez qu'on classe tous les Français, du plus pauvre au plus riche, sur une ligne. On prend le Français du milieu et on lui dit combien tu gagnes. Lui, il a le niveau de vie médian. Et pour fixer un seuil de pauvreté, en fait, c'est une notion relative en France. On dit qu'on est pauvre quand on n'a pas assez, mais pas assez, c'est combien? C'est pas assez par rapport à cette norme implicite qui serait le niveau de vie médian. Et donc, quand on a 2 fois moins, par exemple, que le niveau de vie médian, on considère qu'on est pauvre en France. Et aux alentours de 950 euros pour les données 2021 qui sont sorties il y a quelques jours. Donc, c'est en dessous d'un SMIC. C'est moins d'un SMIC, ça concerne à peu près 8% de la population. Donc, il y a 8% de la population qui sont considérés comme pauvres. Sous ce seuil-là, il y a un autre seuil qui est très fréquemment utilisé, qui est aux alentours de 1100 euros ou un petit peu plus, qui lui est 60% du niveau de vie médian. Ouais. Donc vous voyez déjà, il existe 2 seuils de pauvreté. Nous, à l'Observatoire des inégalités, on reste assez fidèle au seuil à 50%. Du coup, quand on s'est demandé qui sont les riches et est-ce qu'on peut fixer un seuil, eh bien, on a proposé de le fixer au double du niveau de vie médian. C'est-à-dire que qui est-ce qui gagne 2 fois plus
et parfois beaucoup, beaucoup plus, hein, que le double du niveau de vie médian, eh bien, on définit ainsi un seuil de richesse qui est aux alentours de 3 700 € par mois. Alors ces montants, ils sont donnés après impôts et prestations sociales et pour une personne seule. Donc si vous voulez calculer combien ça fait par exemple pour un couple, il faut multiplier par 1,5. Il Mm. faudrait rajouter aussi une demi-part pour les enfants. Voilà, donc là, vous pouvez faire pause dans l'épisode, l'histoire de sortir la calculette et de savoir si vous êtes riche ou pas. Oui, c'est Vous ça. avez Vous prenez enfin en les compte moyens tous vos de le revenus, savoir. les prestations sociales, si vous touchez des allocations familiales, par exemple, et puis vous déduisez vos impôts et ça vous donne votre niveau de vie. C'est calculé d'abord à l'échelle du ménage. On prend tous les membres du ménage, tous les adultes qui gagnent quelque chose, on va compter leurs revenus et ensuite on divise par le nombre de personnes qu'il y a dans le ménage. Donc 1 pour la première personne et puis 1,5 pour la suivante et 0,3 pour les jeunes enfants. D'accord. Vous Donc, savez on a tout bien sur défini. les niveaux de vie. Voilà, Et quand on exactement. définit les riches au double du niveau de vie médian, eh bien, on est loin de faire l'unanimité. On surprend un petit peu parfois nos lecteurs et on désigne ainsi à peu près 7% de la population. Donc sachez que si vous gagnez plus de 3 700 € à peu près après impôt pour une personne seule, eh bien vous appartenez aux 7% les plus riches. Il y a 93% des Français qui sont situés en dessous de vous. Et il est assez fréquent que les personnes qui se situent à ce niveau de vie se considèrent pas forcément comme riches. Il y D'accord. a, Ça, il c'est y ce a qu'on a dit en France, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres pays? Est-ce que vous savez si d'autres pays proches européens ont d'autres d'autres critères manières de le de... mesurer. Ouais. En fait, en France, on n'a pas ce seuil de richesse, mais la méthode qu'on propose, on a découvert, après l'avoir proposée, qu'elle était utilisée déjà par le gouvernement allemand et qu'elle est utilisée également dans un certain nombre de recherches de l'OCDE ou d'autres. Donc, elle pourrait tout à fait, enfin, elle est légitime, il faut s'accorder dessus, mais dans notre pays, très souvent, on va considérer comme riche celui du dessus. À Mm. part Bernard Arnault, il y a pas, enfin, tout le monde peut trouver un plus riche que soi. Donc, très souvent, on va désigner le 1% le plus riche ou voilà. Donc, vous voyez, avec notre seuil, en fait, on est à 7%. Donc, encore une fois, il y a 93% des gens qui gagnent moins. Donc, si on n'est pas riche à ce niveau-là, il faut nous dire comment on doit appeler ces personnes-là. Ok. Donc, ouais, c'est ça, c'est classe sociale moyenne, classe sociale aisée, classe sociale riche, classe sociale très riche et ultra riche, peut-être, si on veut faire des strates comme ça, à Oui, partir on de peut ces faire des niveaux. découpages, on les propose aussi. On propose aussi de considérer qu'on peut être aisé sans être dans ces 7%, hein. Aisé et pas encore au seuil de richesse. Quand on gagne, par exemple, 30% de plus, jusqu'à 30% de plus ou quand on appartient plus précisément, Mm. aux 30% les plus riches. Mais, mais voilà, si on parle de riches aujourd'hui, c'est ça que j'aurais en tête, mais même s'il va m'arriver, parce que étant donné que l'INSEE ne fixe pas ce seuil, on a relativement peu de données, hein. C'est nous qui faisons des Mm. estimations sur le nombre de personnes que ça concerne, etc. Très souvent, on va parler du 10% des plus riches, par exemple. On ne sera pas très loin d'une notion assez comparable. Ouais. Euh, Pourquoi on n'a pas de seuil d'ailleurs? alors l'INSEE nous répond quand on leur pose la question qu'il n'y aurait pas d'intérêt public ou social à fixer ce seuil. Il y en aurait un D'accord. pour la pauvreté, parce qu'il y a Mm. une politique de lutte contre la pauvreté. Il n'y a évidemment pas de politique de lutte De lutte contre la contre la richesse. richesse. Donc, on n'aurait pas besoin de connaître le nombre de riches. À notre sens, c'est intéressant d'en discuter, en tout cas de mettre cette question au débat public, notamment parce que on s'adresse en faisant cela au CSP+, dont vous parliez tout à l'heure. Alors peut-être que tous vos auditeurs ne sont pas situés dans ces 7%, hein, Non, parce bien que sûr, c'est j'ai quand fait même une être déjà très généralité. privilégié. Mais on s'adresse aussi à ces urbains, parisiens, décideurs, aux cadres, aux salaires du public ou du privé, qui ne mesurent pas forcément où ils se situent dans l'échelle des richesses. Et on souligne de manière générale à l'Observatoire des inégalités qu'il y a déjà un très gros écart de conditions de vie, de mode de vie, à partir du moment où on va appartenir aux classes aisées et encore plus quand on Mm. appartient aux riches. Ok. J'ai fait un épisode il y a quelques mois sur le philosophe Bruno Latour, qui parle de l'émergence d'une classe écologique.
et qui est une classe qui serait transverse à beaucoup d'autres classes. C'est-à-dire que c'est plus vraiment une catégorie socio-professionnelle ou sociale une classe sociale qui va déterminer notre appartenance à une classe écologique, mais c'est plutôt une façon de penser. Est-ce que du coup, on a une sorte de persona de l'écologie en France Est-ce que c'est plutôt les riches? Est-ce que c'est plutôt les personnes moins favorisées? Est-ce qu'on arrive à avoir ces marqueurs? Alors c'est moins mon sujet de travail. Moi, je vais vraiment travailler sur les conditions de vie, matérielles parce qu'elles sont faciles à saisir. Sur les questions d'opinion, hein, qui, par exemple, se préoccupent, de l'environnement, c'est moins mon sujet de travail, hein. Je vous adresserai plutôt à des sociologues pour faire, cela. En préparatif de cette émission, on a évoqué tous les 2. Philippe Coulangeon qui a travaillé sur ces Ouais. questions. C'est, les intentions, hein, qu'on peut avoir, elles sont plus, délicates à mesurer, même s'il y a des baromètres de valeurs, par exemple, qui sont, menés par le ministère de l'Environnement, qui montrent que, les préoccupations, écologiques sont assez largement, distribuées dans la population. Après sur vraiment voilà, heu, nos valeurs et comment on situe l'environnement parmi d'autres, c'est un sujet sur lequel je ne travaille pas. Ouais, et alors peut-être que si on est dans quelque chose de plus concret, est-ce qu'on peut donc vous parliez du niveau de consommation juste avant, du niveau de dépenses peut-être, est-ce qu'on peut valider, je pense que la question se répond un peu d'elle-même, mais c'est important de la poser, est-ce que les riches polluent plus que les pauvres? À quel point? Pourquoi? Mmh. Sur quel type de dépenses? Oui, on peut dire ça. Je vais vous expliquer pourquoi, en quoi, dans quelle mesure, mais je le relie pas directement aux intentions. Vous voyez, je le relie pas directement Ouais. aux valeurs. Ça veut pas dire que les uns sont plus écolos que les autres en termes d'intention, en tout cas, peut-être en termes d'impact, final, sans aucun doute. Hem Évidemment, quand on est, situé dans les 5 millions les plus pauvres dont je parlais tout à l'heure, hein, les 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 250 € par mois, qui sont, situées donc sous le seuil de pauvreté, eh bien, on est sobre, mais c'est une sobriété qui est d'abord, subie. Beaucoup de ces personnes aimeraient pouvoir, se déplacer plus, manger plus de viande, avoir, un niveau de consommation qui serait plus en phase avec les normes de la société, voilà, je garde volontiers cette distance avec une intention, écologique dans les différences de nos modes de vie. Alors comment est-ce qu'on peut mesurer ça? D'abord, il faut que je sois assez prudente, hein, c'est délicat de mesurer, par exemple, l'empreinte carbone de ce que consomme, un riche et un pauvre, de nos pratiques de déplacement, de chauffage, d'alimentation et de tout ce qu'on peut, consommer, d'autant que l'empreinte carbone, elle se joue en France au moment où on va allumer le chauffage, et faire rouler notre voiture, mais elle se joue aussi sur la planète entière du fait des Mmh. conditions d'extraction de l'essence ou des matériaux qu'il a fallu pour fabriquer la voiture et heu des conséquences écologiques, va avoir ma consommation, pas seulement parce que j'allume le chauffage, mais aussi parce qu'on a construit mon immeuble, par exemple. Donc un sujet complexe sur lequel les statisticiens débutent encore à chiffrer. Donc les données que je vais vous donner, c'est en quelque sorte des ordres de grandeur. En tout cas, c'est ce qu'on trouve pour le moment, comme conclusion des chercheurs. D'accord, OK. Et ce que ça montre, c'est que entre les 10 les plus riches et les 10 les plus pauvres en France, il y aurait un rapport de 1 à 3 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour simplifier, je pourrais dire en termes d'effet sur, le climat. Plus on est riche, plus notre mode de vie va avoir un effet sur, le climat, le dérèglement climatique et plus on est pauvre, moins notre mode de vie va en avoir un. Mmh. C'est valable à l'échelle de la France, c'est valable, dans tous, les pays aussi riches que la France et puis c'est valable aussi, dans des ordres de grandeur relativement comparables à l'échelle, mondiale. Pourquoi ça? Bah, parce que, on sait que dans les émissions, j'ai parlé de l'alimentation, c'est pas vraiment là que ça va se jouer, mais par contre Oui, en termes de j'imagine qu'une déplacement, personne riche ne mange pas ne 4 fois mange pas plus 3 qu'une fois plus personne, qu'une personne pauvre. ouais. En tout cas, si elle dépense plus, c'est pas plus en pourcentage évidemment elle dépense plus, hein, pour manger, mais elle dépense pas plus en pourcentage de son budget, plutôt moins et Mmh. puis c'est l'effet de la bouteille de vin, dont on parle parfois, dont parlent les statisticiens. C'est pas parce qu'on va acheter une bouteille de vin à 500 € qu'on va, émettre,
heu, 50 fois plus, de gaz à effet de serre que si j'achète une bouteille à 10 €. Mmh. Donc là, il y a la valeur de nos consommations ne reflète pas, l'empreinte écologique de cette consommation. Pour revenir un petit peu aux causes qui expliquent que quand on est riche, on émet plus, on a un plus gros impact sur le dérèglement climatique. Donc l'alimentation, pas tellement, mais par contre, le chauffage, oui, parce on peut être logé plus grandement, on peut avoir aussi des résidences, secondaires, ce qu'on n'a pas quand on est, très modeste. Et puis Plus de surtout confort. les déplacements, hem, là c'est net, hein, qui prend l'avion, ce sont les personnes, les plus aisées. On va partir plus souvent, plus loin en vacances par exemple et se déplacer, plus. Donc à la fois du point de vue de la voiture et puis, de l'avion, on va consommer plus à mesure que son revenu, augmente. Alors vous pourriez me dire: «Oui, moi je suis parisien, donc j'ai pas de voiture», mais en fait, vos dépenses d'avion, je regrette de vous le dire, dépasse largement, le 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 fait de ne pas avoir, de voiture quand on prend, Mmh. la globalité. Mais voyez, le revenu, c'est pas le seul facteur qui va faire varier nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi l'endroit où on vit, notamment et est-ce qu'on a une voiture, ou pas. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, ce rapport de 1 à 3, pour moi qui travaille sur des inégalités, ou plein d'autres domaines, je trouve que c'est un rapport relativement contenu. Bah, si Par on compare exemple, par rapport à des inégalités de salaire, si on voilà. compare par rapport à des inégalités, autres, Mmh. effectivement, ça paraît, enfin le chiffre me surprend un peu, Mmh. je dois dire. Exactement, il est un peu surprenant, il est un peu à l'envers de ce qu'on entend sur, les 8 000 tonnes, de CO2 qu'émettent ou qu'émettraient, hein, c'est une Les évaluation, 1%, ouais. les 20 Ah personnes oui, les les 20 plus personnes riches, les plus riches, oui. du monde. On est très loin, de cette jet set, qui, se déplace en yacht et Mais qui est ce en dont on entend jet. parler, finalement. Heu et puis même, on pourrait remarquer donc que ce rapport de 1 à 3, il est plutôt plus faible que le rapport de 1 à 7 si on prend la moyenne des revenus des 10 les plus riches et la moyenne des revenus des 10 les plus pauvres. Il y a un rapport à peu près de 1 à 7, après impôt en France. D'accord. Donc ça veut dire Donc que là, si on consomme si plus, on on résume émet avant de plus, revenir, mais c'est pas proportionnel à nos revenus. ouais, c'est ça. Ça veut dire que si je résume, ça veut dire qu'effectivement, on ne consomme pas forcément beaucoup plus. En tout cas, il y a une sorte d'asymptote entre les deux valeurs. C'est-à-dire que plus on a un revenu qui grandit, ça ne veut pas forcément dire que notre empreinte carbone grandit de façon Mmh, extrapolée mmh. par rapport à ces Je ne sais pas flux. s'il y a une asymptote parce que vous voyez les milliardaires, ils peuvent prendre des jets et Ouais, polluer encore plus. Mais en tout mais on cas, parle de valeurs aberrantes, effectivement. Oui. il y a même, voilà, il y a même à un moment donné où, pour les hyper ultra riches, il y a des montants qui sont, difficiles à concevoir. Mais par contre, la pente, de la progression, hein, le, de nos émissions de gaz à effet de serre, elle est moins elle est pas, la même que celle du revenu. Pourquoi? Bah, j'ai parlé de l'effet, de la bouteille de vin. Pour le Ouais. même montant, on va avoir finalement une augmentation en volume de nos consommations qui est pas si grande. On va conserver, finalement, on va pas, consommer, 2 fois plus, notamment du point Ouais, de vue on de va pas s'acheter, l'alimentation. 3 costumes Voilà. dans l'année, mais un costume, Non, 3 fois plus cher. On va ça c'est possible qu'on achète 3 fois plus de costumes, hein, mais je j'ai pas trop d'éléments là-dessus. J'ai voilà, tout ça est évalué par des estimations, de chercheurs statisticiens qui petit à petit, améliorent, leur approche. On va pouvoir avoir une consommation plus écolo aussi. On va pouvoir plus facilement manger bio, manger, local, isoler ou avoir un appartement, bien isolé. Donc d'une certaine manière aussi, éviter des gaspillages, opter pour des produits verts et cetera. Mais ça suffit pas, pour compenser, le fait, mmh, que, on se déplace plus. Et puis le dernier élément, c'est un élément important à prendre en compte, et à bien saisir, c'est que, quand on est riche, on épargne, ce que ne font pas les pauvres. Heu, les 20 les plus riches, ils épargnent 30 en moyenne de leurs revenus, c'est-à-dire autant que ce que gagnent les 20 les plus pauvres. ouais. Alors que les 20 les plus pauvres, ils ne peuvent pas épargner. Ça veut dire que quand on et puis là, je vous parle de très grosses classes de revenus, hein, parce que j'ai pas les chiffres pour les 10 le 1 voilà. Dans les 20 les plus riches, il y en a qui sont
très très riches. Donc là, c'est Ouais. une moyenne. Et du coup, si j'épargne, eh bien, c'est autant d'argent que je ne vais pas utiliser pour consommer. Hein. Donc du coup, explique aussi pourquoi les émissions de gaz à effet de serre, elles croissent moins vite que Oui, le parce revenu. qu'effectivement, là, on parle d'une empreinte individuelle, mais évidemment, si on prend en plus l'empreinte de l'argent qui est épargné ou qui est Mm. investi ou qui est sur des comptes bancaires, on va beaucoup plus loin là-dessus. Et Oui, d'ailleurs, alors ça va Thomas plutôt. Piketty, Lucas Ouais. Chancel, des économistes qui s'intéressent aussi à ces questions-là de très très près, eux chiffrent en plus de l'empreinte de notre mode de vie, de notre consommation, ils chiffrent aussi l'effet de, de notre patrimoine financier. Ouais. Et là, Le fait, j'imagine que du coup, en prenant ça en compte, probablement que ce rapport de 1 à 3, il devient beaucoup plus important, non? oui, parce que l'écart de patrimoine financier, il est beaucoup plus important que celui des revenus. Ouais. Là, les inégalités sont vraiment beaucoup, beaucoup plus élevées. C'est plus un rapport de 1 à 7, ça va être un rapport de 1 à 600 entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres Et en ça termes de devrait pas être ça patrimoine. le chiffre de base quand on fait ces calculs-là, finalement? Eh bien, eux, ils prennent, ils ont un autre indicateur d'impact finalement de chacun d'entre nous sur le réchauffement climatique, dans lequel ils tiennent compte de notre consommation à travers le revenu et dans lequel ils tiennent compte aussi de est-ce qu'on est propriétaire d'entreprises polluantes ou pas à travers notre Mm. patrimoine. Bon, moi, je suis un petit peu réservée. Je préfère rester simple avec simplement l'impact de la consommation parce que je trouve que mélanger les deux, comment on les mélange, hein, comment on les articule dans un seul, quel poids on donne à chacun, c'est pas si évident. Donc, du coup, ça donne des raccourcis qui sont pas évidents à comprendre Mm. au premier chef, qu'il faudrait pouvoir expliquer, et puis des estimations qui sont là pour le coup faites avec ben, beaucoup d'hypothèses. Quel poids on donne au patrimoine, quel poids on donne à la consommation. Ouais. Et puis, en fait, ce que on ne sait pas précisément, pas plus qu'on sait combien de bouteilles de vin à 500 € vous avez consommé, on ne sait pas non plus précisément quel est l'effet sur l'environnement des actions dont vous êtes propriétaire. Donc, tout cela, ça amène tellement d'hypothèses qu'à la fin, bon, Bon, il surtout qu'en plus, n'empêche. ça risque de donner un petit coup de massue à mes auditeurs qui se disaient: «Ah, je peux avoir un petit patrimoine et être écolo», et qui se disent: «Ah, en fait, finalement, c'est plus trop le cas si on commence à prendre mon patrimoine financier en plus». Oui, ce qui est intéressant dans cette approche du patrimoine, c'est de se dire, il n'y a pas que la consommation qui va avoir un effet, il n'y a pas que la consommation qu'il faut regarder si on veut réduire notre impact Mmh. environnemental. Il y a aussi les responsabilités, évidemment, des entreprises, de qui les possède. C'est pas seulement les consommateurs qui peuvent décider de l'impact qu'ils vont avoir sur l'environnement, mais c'est aussi les produits qu'on leur propose, évidemment. Hein. Donc nous, en tant que consommateurs, avec les petits gestes, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, on va être assez limité dans Oui. nos effets sur le changement climatique global. Et clairement, la responsabilité des entreprises et de leurs propriétaires est engagée. C'est ça qui est intéressant dans cette approche à travers le patrimoine financier. Bon, alors, on a parlé peut-être là, on a parlé de l'empreinte, donc c'est-à-dire, en fonction de notre, niveau de vie, notre niveau de consommation, notre niveau d'épargne, quel est notre impact, donc carbone, je dirais, sur l'environnement. Mmh. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être exposé aux conséquences des problèmes environnementaux? Est-ce qu'on l'est plus, quand on est pauvre que quand on est riche? Et dans quelle mesure? À quel endroit? Comment est-ce que Mmh. ça se présente? Alors vous parliez, d'inégalités environnementales, au Oui. début de notre podcast. Comment est-ce qu'on définit ces termes qui sont plus présents qu'avant dans le débat public? On essaye d'y mettre un petit peu de clarté et puis aussi de pas aller trop vite dans des raccourcis qui seraient, les plus pauvres sont les plus exposés, les plus riches, sont protégés, des nuisances environnementales. Mmh. Mmh, C'est vrai qu'une maison secondaire sur les falaises qui s'érode, c'est quand même pas pratique, quoi. mmh. Alors en effet, l'environnement vraiment au sens du paysage, des ressources auxquelles on a accès, c'est la première dimension de ces inégalités environnementales et on pourrait dire qu'elles sont d'abord territoriales en quelque sorte. Elles Mmh. dépendent de l'endroit où on vit et cette, approche, ne se recoupe pas exactement avec la question des inégalités sociales.
C'est-à-dire que les personnes qui bénéficient du plus bel environnement, du plus confortable, du moins pollué, du plus appréciable, c'est pas toujours évident à mesurer, mais on va voir comment on peut essayer de l'approcher, sont pas forcément les plus riches, et puis les plus pauvres, à l'inverse, sont pas forcément les plus exposés aux nuisances environnementales. Alors comment est-ce qu'on peut mesurer ça? C'est pas peut-être pour vous donner un exemple très concret de ce à quoi je fais allusion. Par exemple, j'habite dans la vallée de la Loire, un patrimoine protégé par l'UNESCO, des paysages magnifiques, et vous peut-être habitez près du périph', à un endroit qui est dont l'air est extrêmement pollué et qui en plus Pas très très loin, est ouais. bruyant. Donc, et puis, et ça n'a pas forcément de lien avec à notre revenu respectif. Alors, quel lien on peut faire entre les deux, et qu'est-ce qu'on observe à l'échelle nationale? Eh bien, il y a eu une étude il y a quelques mois de France Stratégie qui classait les communes en fonction de leur degré de pollution et de leur niveau de vie. Et ce que ça montre, c'est que pour la pollution de l'air, par exemple, aux émissions des voitures, hein, le dioxyde d'azote est extrêmement polluant, dangereux pour la santé respiratoire et pour la santé en général, pour les maladies graves, y compris cardiovasculaires, etc. Donc avec des effets attestés sur la santé, eh bien on va trouver ces pollutions dans les grandes villes, là où il y a de la densité, là où il y a beaucoup de voitures dans des endroits resserrés et beaucoup d'habitants qui y vivent au-dessus. Mm. Donc c'est dans les grandes villes qu'on va trouver ces pollutions, alors que la pollution à l'ammoniac, par exemple, qui est plutôt liée à l'élevage, eh bien, on va la trouver plutôt dans les petites villes. Mais est-ce que les habitants des endroits les plus pollués sont plus pauvres ou plus riches que les habitants de ces petites communes? Eh bien, en fait, il y a comme une espèce de courbe en U où on voit qu'on va trouver dans les communes les plus polluées, notamment parce que dans les grandes villes, on va trouver les plus grandes inégalités, les plus pauvres et les plus riches. Eh bien, on va trouver en fait que sont fortement exposés les plus pauvres et les plus riches de la population française à ces lieux très pollués. Donc, il n'y a pas de raccourci possible, il n'y a pas de superposition de la carte des inégalités sociales et des inégalités environnementales de ce point de vue. Par contre, là, ce dont on est en train de parler, c'est d'exposition à la pollution. Ouais. Qui meurt de maladies respiratoires liées à la pollution, là, c'est plus le même paysage. Selon votre appartenance sociale, vous allez pouvoir vous protéger du bruit avec un double vitrage, je regarde ma fenêtre. Vous allez pouvoir avoir une meilleure santé, un meilleur état de santé général, avoir voilà, être moins usé par votre travail, par tout un tas d'autres éléments qui constituent notre santé tout au cours de notre vie et qui font qu'à la fin, eh bien, à Paris, quand on descend à l'échelle du quartier, on voit que les pollués, c'est ceux qui vivent près du périphérique, y compris dans les quartiers les plus huppés, des deux côtés du périphérique, entre les Hauts-de-Seine, le 16e, etc. Ils sont extrêmement touchés par la pollution et le bruit automobile. Mais ceux qui en meurent le plus, eh bien, c'est les habitants parisiens des quartiers les plus pauvres. Parce que eux, ils peuvent être très exposés s'ils vivent près du périph' aussi, mais surtout, ils sont plus vulnérables à ces pollutions. Donc les inégalités environnementales, elles sont composées d'inégalités territoriales et d'inégalités sociales qui viennent se croiser sans qu'on puisse faire des raccourcis trop rapides. Il n'y a pas que la pollution de l'air ou le bruit de l'air ambiant, je veux dire, du fait de la voiture ou du fait, voilà. Il y a aussi des pollutions au travail. Et là, par contre, il n'y a pas photo. Ceux qui sont les plus exposés aux pollutions au travail, eh bien, ce ne sont pas les cadres de vos CSP+, que vous mentionniez tout à l'heure, ce sont clairement les ouvriers. Je peux essayer de vous donner quelques chiffres. Bah ouais, avec plaisir. Alors, je peux essayer de vous donner quelques chiffres. La première exposition aux pollutions, c'est vraiment dans le travail qu'on va la retrouver. Il y a 2/3 des ouvriers qui sont exposés dans leur travail à la poussière ou à des fumées, contre 9% des cadres. Ce sont des données du ministère du Travail. Il y a 30% des ouvriers qualifiés
C'est le cas en agriculture, mais aussi beaucoup dans le bâtiment, la construction, qui sont exposés à des produits cancérogènes au travail, alors que ça ne concerne que 2% des cadres. Vous voyez un rapport de 1 à 15 entre les Ouais. deux. Et puis, on pourrait parler aussi du bruit au travail. Ça concerne 32% des ouvriers et seulement 6% des cadres. C'est du déclaratif, mais tout de même, la question qui est posée, c'est je ne peux pas entendre une personne à 2 ou 3 mètres sans élever la voix. Donc, ça indique une fatigue et un effet qui va se ressentir sur l'ensemble de la santé qui est tout à fait majeur. Et puis, donc je parlais ces inégalités de conditions de travail. J'aimerais aussi y ajouter les inégalités de conditions de logement. En ville, on a plus de bruit qu'à la campagne, Mmh. mais lorsqu'on habite dans un logement, dans des quartiers pauvres, par exemple, on est aussi plus exposé au bruit, alors au bruit de l'immeuble, au bruit alentour, et ça, on peut le mesurer également, hein, qui se plaint du bruit dans son logement. Et bien parmi les plus modestes, il y a 24% des personnes qui souffrent du bruit au quotidien, soit des bruits des voisins, soit des bruits de la rue, alors que ça concerne seulement, mais tout de même, hein, 12% des plus aisés. Oui, il y Et a quand même puis une si on différence regarde, marquée. là c'est des tranches de 20%, à nouveau elles sont trop grandes, hein. Si on regarde seulement les ménages pauvres, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors là la part de ceux qui se plaignent du bruit, elle monte à 33%. Et puis ceux qui sont logés avec des enfants, ils sont souvent encore moins bien logés. Parmi les ménages pauvres, là, la part, elle monte à 36%. Donc là, on va constater un lien direct entre le revenu et les conditions de vie et du coup l'exposition à des facteurs environnementaux qui vont avoir un effet sur la santé des personnes à travers le travail, le cadre quotidien, notamment le bruit, le froid, l'humidité. Super intéressant. Je pense que du coup, là, avec tout ça, on voit bien, bon, et on peut pas identifier qui est écolo en fonction d'un niveau de vie, en fonction d'un niveau de consommation. En revanche, on peut identifier qui a le plus d'impact en fonction de ce niveau de vie ou qui en subit le plus les conséquences. Mmh. Avec ce qu'on a dit, est-ce que ça veut dire que les efforts publics pour modifier ça, pour qu'il y ait un peu plus d'égalité face aux défis environnementaux, doivent être portés par ceux qui ont le plus d'impact, donc c'est-à-dire par les riches. Et encore, vous aviez dit qu'il y avait quand même un certain nombre d'impacts qui étaient subis par les riches, par les plus riches. Comment est-ce qu'on fait pour modifier cette balance égalitaire? Mmh. C'est vrai que quand il y a une certaine logique à dire, d'un côté les riches polluent plus, de l'autre ils subissent moins les effets de certaines pollutions. Du coup, si on applique la logique pollueur-payeur, c'est aux riches de faire les efforts. Mmh. Heu, Là, on parle à un niveau individuel, on ne parle pas au niveau entreprise. mais même au niveau collectif ou mondial, ce sont des logiques qui sont à l'œuvre et qu'on peut enfin qui me paraissent assez logiques et compréhensibles. Mais je pense qu'on ne peut pas s'y arrêter complètement. C'est des logiques qui, à mon sens, ont l'intérêt d'être efficaces. Par exemple, si on essaye de contraindre les plus riches à revoir leur mode de consommation, à limiter leurs déplacements en avion ou à rendre leurs déplacements moins polluants. Ils ont des marges de manœuvre, ils peuvent renoncer à certaines de leurs pratiques spécifiques très polluantes sans que ça leur coûte finalement beaucoup, parce que ce sont des pratiques de luxe, ostentatoires ou voilà, qui ne sont Mmh. pas indispensables pour vivre. La preuve en est que la plupart des gens ne les ont pas. Donc c'est intéressant de se poser cette question de la responsabilité et puis de qui subit en termes de revenus, parce que en effet, il y a du côté des riches des marges de manœuvre à la fois financières et puis aussi en termes de pratiques luxueuses qui sont Mmh. plus importantes que chez les pauvres, hein, comme je Oui, le donc disais là, tout à l'heure. on partirait d'abord sur quelque chose de contraignant pour les strates les plus riches. De contraignants ou d'exigences, hein, peut-être aussi, si on parle de comment revoir nos modes de vie, bon, il y a une question de responsabilité en tout cas qui se pose. Ça ne nous dit pas les moyens, est-ce qu'il faut contraindre, inciter, faire Mmh. du nudge? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une question qui se pose là. Mais cette question, à mon avis, elle, elle suffit pas, pour plusieurs raisons que je voudrais essayer d'expliquer maintenant.
pointer les plus riches en matière de responsabilité environnementale et leur demander les efforts qui soient individuels, de consommation ou collectifs à travers le financement des investissements, etc., ou les contraintes qu'on va faire peser, et ben, ça a plusieurs limites, ce raisonnement. D'abord parce que on trouve toujours plus riche que soi. C'est ce qu'on appelle à l'Observatoire des inégalités le mistigris de la solidarité. Quand on se focalise sur le 1% le plus riche, bah, finalement, c'est très facile d'être à 99% d'accord contre le 1% le plus riche. Mais c'est une manière de se dédouaner de sa responsabilité, peut-être de personnes aisées, de cadres, de voilà. On n'appartient pas aux 1% les plus riches, bah, c'est aux riches de payer. Oui. Mais alors, C'est un peu quid du même de son acabit propre qu'aller demander à la Chine, quoi, quand il s'agit de la France. D'aller réduire Oui, ses émissions. en tout cas, c'est une C'est un peu manière. un Alors, c'est pas tout dédouanement. à fait comparable, mais en tout cas, on se dédouane vers le plus riche. Ce serait de dire, demandons à Bernard Arnault, par exemple, voilà, de se préoccuper des émissions qu'il cause avec sa surconsommation et avec aussi j'aurais envie d'ajouter avec aussi le mode de consommation qu'il prône avec des produits Oui. de luxe. Donc, il faut absolument faire ça. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et donc on ne peut pas se contenter de cette attitude qui consiste à reporter la solidarité vers plus riches que soi. Ça ne suffit pas parce que les riches, ils ont deux gros défauts. Ils sont peu nombreux et en plus, ils ont un gros pouvoir de résistance à ces injonctions. Du coup, il faut qu'on se demande assez pragmatiquement comment faire. Ils sont peu nombreux et puis, on l'a vu, leurs émissions, elles sont plus importantes, mais elles ne sont pas tellement plus importantes. Oui. Du coup, on a publié il y a quelques jours une tribune qui était initialement qu'on a extraite avec leur accord du journal Le Monde, qui est intitulée Compter sur les riches ne suffira pas. Elle a été écrite par Alain Grandjean, Antonin Potier, Simon Yaspo, qui sont tous les trois des spécialistes économistes de la question de la transition écologique, et qui nous disent qu'est-ce qui se passerait si on demandait aux 10% les plus riches d'adopter le style de vie de la tranche située en dessous, les 10 à 20% les plus riches. En gros, on demande aux riches d'adopter un style de vie de classe aisée. Eh bien, les émissions de dioxyde de carbone à l'échelle de la France, elles baisseraient seulement de quelques pourcents. Or, l'objectif européen pour 2030, c'est de diminuer nos émissions de 45% par rapport à aujourd'hui. Et si on demandait à l'ensemble des ménages français de ramener leur mode de vie à celui du 10e le plus pauvre, cette fois, eh bien, nos émissions, elles baisseraient de 35% seulement. Donc là, c'est assez terrifiant quand on s'est dit ça. Donc ça veut dire même les riches vers la classe pauvre. C'est pas la classe d'en dessous. Si on était tous pauvres et qu'on vivait tous comme le 10e le plus pauvre, celui qui est le plus sobre en France, pas parce qu'il l'a choisi, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement, eh bien, on n'aurait pas encore atteint l'objectif européen qui est destiné à contenir le dérèglement climatique. Et puis à l'échelle mondiale, on peut voir la même chose. Le 1% le plus riche, il émet autant que les 50% les plus pauvres. Mais en fait, ce 1%, il représente que 10% des émissions totales. C'est-à-dire que si on demandait aux milliardaires on supprime les milliardaires, à la guillotine, et ben en fait, ça suffirait pas du tout, on serait loin du compte. Il resterait 90% des émissions qui sont émises par les 99% les moins riches. Donc je suis pas du tout en train de dédouaner ces plus riches. C'est insupportable de penser que pendant que on est en train de baisser, par exemple, le chauffage dans nos appartements. Il y a des personnes qui se permettent de faire un voyage dans un jet ou de repartir en vacances à nouveau en avion ou que sais-je. Donc ça, il faut évidemment réduire ces consommations de luxe qui ne sont pas utiles ni indispensables, mais il faut aussi penser la question de la responsabilité des politiques publiques, à mon sens, sans se focaliser sur les plus riches, mais en se demandant comment on va tous être en capacité de contribuer à ces efforts. Y contribuer en changeant de mode de vie, en imposant aux entreprises de changer de mode de production
et en investissant là où il faut investir. Et le besoin financier, il va être double, il va être de soutenir les plus pauvres dans leur mode de vie pour leur permettre d'évoluer, de renoncer à leur voiture à moteur thermique, de plus rentrer avec dans les grandes villes, etc. Et aussi d'investir dans la rénovation thermique, par exemple. Donc ça va être probablement, il va y avoir nécessité de soutenir l'effort de changement de mode de vie, principalement pour les plus pauvres, et puis aussi d'investir par ailleurs. Et là, les besoins, ils sont énormes. Et notre approche, quand on fixe ce seuil de richesse au double du niveau de vie médian et pas au seuil du 1% le plus riche, ou quand on, comme les auteurs, Grandjean, Potier, Yaspo, dont je parlais à l'instant, qui soulignent que les émissions de gaz à effet de serre des 10% les plus riches, il faut les réduire, mais que ça suffit pas. C'est-à-dire que l'effort, il doit porter sur une grosse partie de la population, la plus grande partie possible, mais que par contre, en termes de justice sociale, il faut faire en sorte que ça coûte pas beaucoup plus en termes d'efforts, de changement de son quotidien, et puis en termes d'efforts financiers, il y a une question là aussi de réalisme: qui a les moyens, combien ça représente au total, et qui a les marges de manœuvre. On est en faveur, je dirais, d'un effort réparti sur la base la plus large possible, mais évidemment progressif, en fonction des capacités contributives de chacun, pour citer les termes de la Constitution de 1789 ou la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, un effort progressif qui pèse sur chacun d'entre nous et qui, évidemment, est plus important. On en demande plus fiscalement ou en termes d'efforts du côté des consommations les plus ostentatoires et luxueuses et inutiles aux plus riches, mais on ne peut pas s'en contenter. C'est bien toute la société qu'il faut, à qui il va falloir demander cet effort, et puis en se préoccupant aussi de comment il va être supportable pour les plus pauvres, parce que là, on voit déjà arriver des tensions sociales très fortes, qui sont créées par les inégalités sociales et qui risquent d'être encore exacerbées par les restrictions écologiques et par les injonctions à manger bio, à isoler son logement, à acheter une voiture électrique, toutes choses totalement inaccessibles pour les 5 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc là, j'y vois vraiment une question de ce souci de comment associer l'ensemble de la population, d'acceptabilité pour la population, d'efficacité, parce que si on donne des injonctions à l'ensemble de la population, mais qu'il y en a toute une partie qui est dans l'incapacité de suivre les recommandations, les politiques, elles sont vouées à l'échec. Et puis aussi, surtout, une question de justice sociale. Merci beaucoup, Anne. Est-ce que je peux vous poser une question piège pour la fin? Est-ce que du coup, on peut être riche et écolo? Oui, c'est les riches qui ont le plus de marge de manœuvre aujourd'hui pour être écolo, bien sûr. D'abord parce que, sans doute, si je les auto-analyse, c'est un raisonnement en moyenne. Si vous êtes riche et que vous nous écoutez sous votre casque, peut-être que vous avez déjà le mode de vie qui correspond aux plus écolos, mais en moyenne, sans doute, vous vous déplacez plus que les autres, vous prenez plus de vacances, vous prenez parfois l'avion. Et de ce côté-là, vous avez des marges de manœuvre pour être écolo. Et puis, vous êtes écolo aussi quand vous payez vos impôts. Vous êtes riche, vous payez plus d'impôts que les autres, et c'est une bonne chose, c'est juste. Et quand vous faites ça, vous donnez des moyens à la puissance publique pour investir dans la rénovation thermique des écoles, des bâtiments publics. Et puis, vous avez du pouvoir aussi dans les entreprises. Peut-être que vous êtes propriétaire d'actions, que vous êtes chef d'entreprise. Vos produits, la manière dont ils sont conçus, ont un effet aussi sur l'environnement. Donc oui, soyez écolo. Merci beaucoup, Anne. C'était super intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.
C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.